Donc, vous avez mis un titre un peu bizarre, avec motivation au début, effectivement, vous allez pouvoir réapparaître à la fin, etc. Paradigme des corps en mouvement. Je vous avoue que l'intitulé est un peu énigmatique, mais en même temps intéressant parce qu'il oblige à réfléchir. Et pour ma part, paradigme des corps, oui, paradigme des corps, ça évoque beaucoup de choses. Bernard vient de faire état du grand chantier en fait de la philosophie du corps qui est en train de remanier complètement aussi la philosophie de l'esprit quelque part, parce que penser le corps tout seul, indépendamment de l'esprit, ça ne marche pas vraiment. Donc voilà. Et pour ma part, effectivement, je m'inscris à peu près dans ce même courant de pensée qui est très mal à l'aise avec la philosophie dualiste et le concept classique corps et esprit, bien séparés, etc. Quand il s'agit de voir comment ça marche, si on les a bien séparés, après, on se pose le problème de les réunir. Alors pourquoi se poser de faux problèmes? Est-ce que vous avez vu un corps humain sans esprit ou un esprit humain sans corps? J'en suis pas sûr. Enfin, dans un cas, ça s'appelle un cadavre, et dans l'autre, personnellement, je ne suis pas sûr. Donc pourquoi se créer des problèmes? C'est pour ça que, pour ma part, effectivement, je suis revenu sur des notions très classiques. En plus, la philosophie française a une longue tradition de corps propre, de réflexion, une très longue tradition vis-à-vis des autres philosophies. Parce que le corps propre, il est là depuis même de Biran dans notre philosophie, et puis il a transité de façon interdisciplinaire avec les psychologues, avec aujourd'hui les sciences cognitives, etc., tout en s'intégrant peu ou prou de plus en plus avec cette autre notion, concept, qu'est la notion de schéma corporel. Donc je m'inscris un petit peu dans ce courant-là. Pourquoi aussi? Parce que mon domaine de recherche principal, c'est ce que j'ai appelé l'anthropotechnie, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi l'humanité augmentée, plutôt humanité modifiée, parce qu'il y a toujours de l'augmentation et de la diminution en même temps. Donc forcément, quand on modifie l'humanité, ça me fait bouger beaucoup de choses, à la fois sur l'identité et sur le corps. Voilà. Alors ça m'a conduit à travailler, à me pencher sur un domaine un peu particulier qui est celui de la prothétisation. D'où tout un travail avec un groupe qui est national un peu élargi maintenant, Paris, Strasbourg, Grenoble, Lyon, mais ça évolue, ça bouge, etc., qui travaille sur les prothèses de façon massivement interdisciplinaire. Alors c'est même au-delà de l'interdisciplinaire parce que effectivement, il y a des médecins, des roboticiens, des philosophes, des anthropologues, des sociologues, mais il y a aussi des prothésistes, il y a aussi des patients qui ne sont pas patients parce que de toute façon, ils ne sont pas malades, mais qui sont très actifs, acteurs et qui bricolent beaucoup avec leurs prothèses, qui souhaitent des choses, qui font bouger les choses et qui sont capables de discuter de façon vraiment très féconde avec nous. Ce qui fait que ces séminaires qui avaient commencé sur un tout petit format sont en train de prendre de plus en plus d'ampleur et puis de donner beaucoup de plaisir aux gens qui participent. Voilà, c'est ouvert à tous si vous avez envie. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la page corpsprothèse.org à venir de temps en temps. Voilà. En parallèle aussi, je voudrais dire que j'ai travaillé sur l'imaginaire du corps. Donc, vous mettez tout ça dans un chaudron, comme dans Astérix, vous mélangez tout et ça fait une espèce de potion magique un peu bizarre. Bon. D'où ce que je vais vous présenter qui est un peu bizarre aussi. Je vais commencer par une première partie sur prothèse, paradigme du corps et un peu d'archéologie de l'imaginaire pour montrer en fait que la question de la prothétisation, l'imaginaire et les horizons de prothétisation sont là depuis déjà pas mal de temps. Alors, je vais commencer par un ouvrage de science-fiction de 1952. Effectivement, j'avais pas d'écho.
Vous m'entendiez au moins? Oui, mais peut-être un mieux pour les gens. Bien. Et là, vous m'entendez mieux? Donc, je vais commencer par un ouvrage de science-fiction 1952, écrit par un personnage très, très étonnant, qui a plusieurs cordes à son arc, etc., qui s'appelle Limbo. Alors, Limbo, ça veut dire les limbes, ça veut dire aussi limbe, les membres. Et puis il y a aussi d'autres aspects qu'on pourrait mélanger. Alors c'est un ouvrage de science-fiction où vous avez un personnage qui est lobotomiste à la base et qui a été chirurgien de guerre aussi, qui se retrouve projeté tout à coup dans une société qu'il a fui pendant 20 ans, mais donc il revient, qui a une pratique massive de l'amputation volontaire et de l'utilisation de prothèses pour remplacer les membres amputés. Donc ça donne une société qui est assez étrange, avec des habitus, des façons de vivre, des façons aussi de performer sur la scène sociale qui sont tout à fait bousculantes et qui interrogent beaucoup de choses. Et puis des façons aussi de vivre le rapport à l'intimité sexuelle aussi, avec des scènes assez étonnantes à certains endroits. Donc l'idée c'est d'aller vers une société où tous sont amputés, tous sont prothésés, pour contenir aussi une forme de violence, parce que si on s'agite un peu trop, la prothèse peut se mettre en mode off. Bon. Donc c'est aussi une façon de réagir à la Troisième Guerre mondiale et d'en sortir pour maîtriser l'humanité. Alors quand on transpose ça sur la scène conjugale ou l'intimité sexuelle, ça donne des choses assez frustrantes et étonnantes. Donc c'est juste pour vous inviter à lire les choses. Ce roman-là, 1952, c'est de l'archéologie dans la science-fiction, mais en même temps, il a été réédité régulièrement en anglais et en français. Il a été réédité une 4e fois récemment, en 2017, avec une nouvelle traduction et une version enfin complète. Vous voyez que maintenant, elle est vraiment plus roborative. Voilà, donc je voulais indiquer. Alors, tout le monde parle dans cette société-là de prothèses vraiment de meilleure qualité, et en particulier dans les compétitions sportives. Tout à coup, il y a un des deux sociétés rivales sur la planète qui a fait un saut technologique et qui écrase complètement la compétition, qui remporte toutes les épreuves. Bon, je ne sais pas, le saut en longueur, on passe de 18 mètres à 33 mètres. Oui. Bon. C'est triple saut, ça. Oui, encore, c'est pas forcé. Bon, donc, sur la question de la performance, ça pose un certain nombre de questions sur lesquelles je reviendrai. Quand on a un corps prothésé, sommes-nous encore dans une compétition ordinaire ou sommes-nous plutôt dans le paradigme des sports mécaniques? Mais aussi, il y a ce dont on ne parle que très peu dans cette société-là, c'est-à-dire ceux qui refusent ces super-prothèses, ceux à qui on refuse ces super-prothèses, c'est-à-dire les femmes et les noirs, par exemple, qui restent des déclassés. Et puis, il y a ceux qui ont accès à ces super-prothèses, mais qui les tolèrent mal ou les maîtrisent mal, et donc qui sont en fait des amputés de la prothétisation, pour lesquels ça ne marche pas. Et donc, sous un angle extrêmement déceptif. Puis il y a ceux qui se font amputer et qui refusent d'être prothésés comme acte d'insubordination politique. Voilà. Alors, Salem, cet ouvrage-là, il est très touffu, très discursif, très philosophe aussi. Et il lève quelques problématiques pivots, celle de l'autonomie et de l'hétéronomie, celle de l'épanouissement et de la souffrance, il y en a deux, effectivement, celle des questions politiques, et puis des questions de relation à l'intimité, celle aussi de ce courant, est-ce que c'est de la médecine, est-ce qu'on remédie à un handicap avec un secteur médico-social, ou est-ce qu'on est dans de l'augmentation, dans l'anthropotechnie, dans des choses comme ça, etc. Voilà, donc ça c'était pour nous mettre un petit peu en jambe philosophiquement.
Au fond, vous pouvez aussi repenser à tout ce que vient de nous dire Bernard Andrieux et le faire résonner sur cet exemple-là. Ça suscite des tas de questions. Je reviens sur la question du sport. Alors, là, je vais m'inspirer d'un petit topo que j'avais fait pour un colloque atelier qui avait eu lieu en 2015 à Lausanne, être handicapé, devenir champion. C'était vraiment passionnant, fascinant. Et moi, j'étais venu avec quelques propos tout simples, du style le paradigme du sport dans les compétitions en athlétisme, par exemple, c'est une compétition qui doit être naturelle. Alors, on va mettre des guillemets tout de suite, hein, bien sûr. On travaille avec un corps naturel. D'où des problématiques sur l'interdiction de... Bon, les chaussures, on a le droit, mais bon, quand il y a des combinaisons, des choses comme ça commence à discuter. Bon, il est évident que l'introduction de prothèses dans le handisport déplace aussi des questionnements et pour s'intégrer dans le paradigme d'une compétition naturelle, ça pose un certain nombre de questions. Alors, je ne vais pas revenir sur tous ces débats et discussions qui sont passionnants. Mais les prothèses créent un déplacement des capacités, avec sur certains aspects du plus, sur d'autres du moins. Donc pour regarder bien l'ensemble des choses, des effets que produit une prothèse, c'est qu'il y a au fond des déplacements. Alors déplacement, je ne sais pas ce que ça donnerait en termes de Bernard Andrieux, mais ça peut susciter toute une série de phases émersives, constructives, reconstructives, sociopolitiques, tout. Voilà. Ça crée aussi forcément une expérience humaine un peu différente, la prothèse. À tout point de vue, que ce soit en termes de capacité, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des choses qu'on peut mieux faire. En termes d'affectivité aussi, cette relation de dépendance, mais en même temps cette relation de je peux à nouveau faire, voire je peux faire, c'est vraiment cool, c'est joli, c'est design, etc. Donc des choses comme ça très complexes. Et puis ça crée aussi un trouble dans les catégories sport naturel, sport mécanique. C'est déjà super compliqué les catégories du handisport, ça bouge tout le temps. Il y a des handisports qui ont disparu, il y en a qui sont apparus, jusqu'à quel point on fait des petites catégories pour avoir des groupes homogènes. Mais à ce moment-là, il n'y a plus que 3 compétiteurs, donc ça ne marche pas, etc. Bon, voilà. Et puis, il y a des sports complets qui sont apparus. Alors, à Lausanne, on avait eu la chance d'avoir plusieurs témoins de la création de catégories complètes, en particulier tous les sports d'hiver handi. Et Daniel Joby qui nous a raconté l'atelier qu'ils avaient fait en bricolant comment on peut faire du ski en n'ayant pas de jambes, quoi. C'était fabuleux à quel point ils s'étaient réunis, tous ceux qui avaient bricolé dans leur coin sur la planète, pour voir ce qui marchait et créer après des catégories qui avaient du sens. Oui. Alors les données initiales de ces situations, si on prend la question des prothèses, les prothèses, ce sont, les prothèses, en tout cas celles dont je parle ici, ce sont des prothèses externes. Elles peuvent faire l'objet d'améliorations constantes. Ce sont des objets techniques. Donc on peut essayer tout le temps de les améliorer. Ce qui n'est pas tout à fait le cas avec nos membres naturels, surtout quand on commence à vieillir un peu. D'autre part, les prothèses, on peut les orienter spécifiquement sur un type de performance. Alors, vous prenez ces deux prémisses et vous avez donc des gains, des performances tout à fait remarquables sur certains créneaux bien précis. Là, je vous ai mis Marcus Rehm. Vous voyez sa meilleure performance au saut en longueur, il saute sur sa prothèse, 8,40 m au saut en longueur. C'est-à-dire qu'en 2015, il était au-dessus de la meilleure performance de 2012. Et, entre guillemets, valide. Oui. Bon, et même en 2014, il a participé à la compétition avec les valides et il a remporté le championnat d'Allemagne avec un saut à 8,24 m. Donc ça interroge sur
à quel point les prothèses vont aller vers des gains de performance, hein, parce qu'on va travailler sur la performance bien précise qu'elles peuvent permettre, et à quel point à un moment, ces prothèses vont permettre d'avoir sans doute un dépassement des performances des valides. Bon. Affaire à suivre. Alors Marcus Rem, pendant longtemps, il gagnait 30 à 50 cm sur longueur en plus chaque année. Puis là, depuis 2015, non, il n'a pas battu son record de 8,40 m, peut-être parce qu'il est un peu fatigué, peut-être qu'il est en bout de carrière sportive, peut-être aussi parce que les gains sur les améliorations techniques des prothèses ne sont pas encore arrivés, mais bon, ça arrivera forcément un jour ou l'autre. Voici aussi ce que disait Emil Mullins, qui est une figure assez intéressante parce qu'elle a plusieurs cordes à son arc, hein, ancienne athlète paralympique de très haut niveau, performeuse artistique et puis top modèle. Elle dit ça dans une TED conférence. Alors souvent, ce passage-là on le connaît un petit peu, mais le passage que je vais vous donner après, on entend peu. Dorénavant, on ne parle pas de surmonter des désavantages, mais on discute plutôt de surpassement. On discute de potentiel sous-jacent. La fonction de la prothèse n'est plus uniquement de remplacer un membre perdu. Bon. Je vous rappelle quand même que là, on parle essentiellement de gens prothésés qui ne représentent qu'une toute petite fraction de la population des gens prothésés. Les prothèses de membres, 85%, ce sont des diabétiques avec des problèmes artério-veineux au bout des membres. Et donc, ça crée aussi un changement de regard. Mais vis-à-vis du sport, le changement de regard, il est intéressant parce qu'il rebat les cartes. Est-ce qu'il va falloir considérer l'athlétisme, en particulier dans le monde du handisport, comme un sport mécanique? Alors là, on peut avoir différents paradigmes pour développer les compétitions avec une règle dans la compétition. On peut bannir tout élément matériel. À la limite, on reviendrait à la méthode grecque, tout nu dans le stade. Et puis si possible, pendant un mois, on est en séminaire séparé du monde pour éviter aussi les traitements dopants. On peut donner aussi le même matériel à tous les compétiteurs, ça se fait dans certaines compétitions de voile par exemple. On peut indiquer un cahier des charges sur la technique, ça se fait aussi, les compétitions de Formule 1 par exemple. On peut aussi essayer d'inventer une sorte d'équivalence pour un matériel donné dans une compétition donnée vis-à-vis du naturel. C'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que on compare des choux et des navets, donc les choux navets c'est un peu bizarre. On peut aussi opter pour l'absence totale de restrictions et on est dans l'innovation tout à cible. Ça donne des principes structurants très différents avec des effets très différents. Je ne sais pas ce que ça va donner dans le futur, mais ce sont des questions qui vont sans doute se poser ou se reposer. Troisième partie, j'en viens à cette question de l'expérience du soi. Et c'est ce que j'ai essayé de caractériser en disant, mais qu'est-ce qui nous a marqué à ce point pendant les premières compétitions de handisport où on a vu ces sportifs courir à toute allure sur des jambes en lame de carbone, là. Je crois qu'on a tous été un peu sévis. Et donc j'ai appelé ça l'effet waouh. Alors c'est marrant, un philosophe qui commence à réfléchir, ben oui, phénoménologiquement il y a un aspect, il y a un événement phénoménologique qui s'est produit, qu'est-ce qu'il veut dire, comment l'interpréter, comment l'analyser? Eh bien il y a un aspect effectivement sportif, donc du côté du téléspectateur, hein. Une participation, une sorte de communion, mais il y a aussi un aspect effroi, il y a un aspect merveille, il y a vraiment un changement de représentation du handicap en se disant waouh, non mais on n'est plus dans les pauvres gens en fauteuil bien coincés
et avec qui on avait de la pitié. C'est pas du tout le sentiment de pitié qui est mobilisé là, c'est waouh, qu'est-ce qu'ils arrivent à faire, dis donc. Puis en plus, non mais t'as vu les prothèses? C'est très intéressant d'écouter des adolescents échanger. Ils n'arrêtent pas de regarder des forums sur des prothèses, des matériels design, du truc 3D, etc. Ils sont assez branchés là-dessus. Donc, puis tout un chacun, on a été saisi par ces images-là, même si on n'est pas super technophile. Donc un changement de représentation du handicap. Et dans un petit article que j'avais publié suite à ce colloque de Lausanne, je me disais en fait, j'avais fait une espèce de typologie historique à la hache. Hein. On serait passé d'un âge de la pitié à un âge de la normalisation, et puis maintenant à quelque chose qui se cherche avec un âge qui, pour l'instant, un âge de la fascination. Alors l'âge de la pitié, c'était un petit peu sa maxime clé, c'était « Oh les pauvres, ils ne peuvent pas ». L'âge de la normalisation, c'est « Ils peuvent quand même ». Et puis l'âge de la fascination, c'est « Regarde ce qu'ils arrivent à faire ». Avec d'un côté, l'âge de la pitié, c'était un modèle plutôt de passivité, tandis que l'âge de la normalisation, c'est un modèle d'activité, mais altéré. Puis l'âge de la fascination, c'est un modèle qui combine sous-capacité et surcapacité, ou une orientation capacitaire qui se déplace. Hein, pour être autre que dans du quantitatif, il y a aussi du qualitatif là-dedans. Bon, je vois Bernard qui hoche la tête, ça fait écho à tout ce qu'il a raconté. En termes d'éthique aussi, c'est intéressant de voir comment, quand on regarde vraiment dans les tréfonds de l'histoire, il y avait une éthique de la hiérarchie des dignités avec une dignité inférieure chez les personnes handicapées. Alors que depuis la philosophie des Lumières, on était plutôt dans un paradigme de l'égalité des dignités, donc de l'égalitarisation des capacités aussi. Et là, avec notre âge de la fascination, la question, est-ce qu'on n'est pas en train de réinventer une hiérarchie? Une hiérarchie avec ceux qui arrivent à faire bien, fort, vite, etc. Et puis ceux qui parviennent un peu moins. Et puis aussi une hiérarchie qui interroge aussi entre handicapés, prothésés eux-mêmes. Parce que d'un côté, il y a ceux qui sont surperformants. Et puis de l'autre, il y a ceux pour qui la prothésisation, ça ne marche pas terrible. Donc la prothèse, qui parfois a coûté cher, elle reste dans le placard parce qu'elle n'est pas satisfaisante. Prendre le temps de mettre le manchon, de mettre l'emboîture, de clipser le bazar, tout ça pour aller pisser, bon, les gens ils préfèrent une béquille, c'est beaucoup plus facile. Surtout quand il fait chaud. Parce que ça ne respire pas, le moignon, quand il fait chaud. Donc, je vous parle un peu direct, mais si on regarde vraiment le handi ordinaire, ce sont des problèmes comme ça. D'où un de mes collègues, la Paul Roux, qui est anthropologue et qui fait son terrain doctoral sur la prothétisation, d'où aussi cette rencontre avec des gens qui bricolent leurs prothèses. Un monsieur de 50 ans qui disait... Moi, je suis bricoleur, je suis amputé d'une jambe, mais j'avais envie d'une prothèse qu'on puisse mettre et ôter facilement et qui soit basique. Comme ça, je suis chez moi, il fait chaud, je m'allonge dans le canapé, je regarde la télé, etc. Je l'enlève. Et puis je la remets pour aller faire la cuisine, etc. Un truc simple. Et donc, vous avez tout un travail de bricolage des prothèses. Donc, tout aussi un travail de bricolage de soi, parce qu'on intègre la prothèse, qui se fait parfois par les gens eux-mêmes. Et puis en même temps, ils n'arrêtent pas de discuter avec les prothésistes, avec les techniciens, avec les médecins, etc. Et donc un bricolage qui est collectif aussi. Voilà. Donc, des choses comme ça qui rebattent les cartes. Avec, vous savez, l'émotion, soit l'effet l'émotion, elle mobilise aussi. Donc on est dans de l'activité et dans de la transformation. En parallèle à ces images réelles, puis à ces innovations dans le monde médico-social,
on a un travail, mais alors fabuleux, sur l'imaginaire corporel prothésé. Donc là, je vous ai mis juste quelques indications. On a eu un colloque récemment à Lyon sur science-fiction et prothétisation, et c'était fabuleux, avec plein de choses que je ne connaissais pas, en particulier sur les prothèses sensorielles. Un tiers des communications portaient sur les prothèses sensorielles. Donc Star Wars, il ne se passe pas un épisode sans qu'il y ait un moment clé avec une question de prothèse, et quand, vous vous souvenez, tout le monde se souvient, c'est pas tout le monde, presque, Dark Vador disant « Je suis ton père ». Et puis ce qui fait l'identification dans l'épisode d'après, c'est quand Luke Skywalker s'aperçoit que son père lui aussi a eu la main tranchée et prothésée. Donc la prothèse n'est pas seulement un truc qui vient comme ça dans le scénario en plus pour faire techno, ça structure, et c'est aussi un processus d'identification, presque une hérédité culturelle familiale prothétique. Donc des choses qui sont assez puissantes, Robocop, ou encore pour ceux qui aiment bien l'animation, Ghost in the Shell, etc. Donc vous avez énormément de choses dans l'imaginaire collectif autour de la prothétisation, du design, du prolongement de soi, qui interroge, etc. Voilà. Voilà ce que dit aussi Aimée Mullins, toujours dans cette même conférence. C'est un passage qu'on souligne rarement. Pourtant, c'est ce sur quoi elle conclut. Elle dit, après ma période d'activité handisportive, je voulais vraiment réaliser de la performance, et aujourd'hui, c'est autre chose qui m'intéresse. Et à ce moment-là, elle se met à parler de poésie. Bon. La poésie est importante. La poésie est ce qui élève l'objet humble et négligé au domaine de l'art. Elle transforme quelque chose qui pourrait faire peur en quelque chose qui invite le regard. Un regard persistant et engendre la compréhension. Donc là, elle parle en même temps, elle fait retour sur le début de sa conférence où elle faisait part de son arrivée dans une école avec ses paires de jambes prothétiques, et puis il y a les maîtresses qui avaient dit, bon, surtout les enfants, vous vous comportez bien, faites pas trop de remarques sur la personne qui a été amputée, qui a des prothèses, etc. Et en fait, ça marche pas du tout comme ça, les enfants se précipitent sur les prothèses, et puis ils disent, ah, c'est à toi tout ça, et ça, comment tu le mets, etc. Donc, voilà, donc elle dit, bah voilà. La poésie, quand on travaille sur son expression corporelle et sur son vécu corporel, sur son expérience du corps, mais elle est importante parce qu'elle fait lien et qu'elle permet d'expériencer des choses nouvelles. Elle invite le regard et les facteurs de compréhension. Donc, comme lien philosophico-pratique, ça fait écho à ce qui est dit en introduction, c'est un passage qui me paraît tout à fait saisissant dans une trajectoire de vie, celle d'Aimée Mullins, et on comprend pourquoi elle est de plus en plus attirée par la performance artistique et des mises en scène qui sont toujours à double niveau. Toute sa série où elle se présente en poupée avec des articulations et des choses comme ça interroge humain, poupée, femme, etc. Voilà, donc ces 12 paires de jambes, plus quelques couvertures de journaux qui ont vraiment joué sur cet aspect-là, et ça fait réfléchir quand on voit cette couverture fashionable. Bon, fashion c'est la mode, hein, on fait de la mode, mais en même temps c'est le façonnable. Et il y en avait une autre qui est intéressante, bodybuilding, avec deux images. Body, construire le corps, en même temps travailler le corps, etc. Bon. Donc, inviter le regard, un regard persistant, qui ne regarde pas ailleurs, n'a pas honte, c'est intéressant, pour comprendre, commencer à comprendre, pour cheminer dans la compréhension. Voilà. Et tout ça, on a aussi de plus en plus d'outils, comme Bernard, effectivement, il y a un courant de réflexion sur le corps esprit, etc., qui est assez prodigieux. Alors, je vous ai mis ici deux petites références qui sont celles qui me sont venues à l'esprit comme ça. Celle d'Antonio Damasio, The Feeling of What Happens
puis le sous-titre est vraiment intéressant. Le corps et les émotions dans la fabrique de la conscience. Vous voyez, le corps et les émotions dans la fabrique de la conscience. Alors là, on mélange tout et il dit finalement, si vous essayez de séparer les choses, ça ne marche pas du tout. Le sens du soi est lié au sens du corps. Bon, puis après, je vous invite à lire le livre, il y a plein de choses beaucoup plus subtiles que ça. Puis les ouvrages de Bernard Andrieux, bien sûr, et, entre autres ces deux-là, mais je vous invite à regarder beaucoup d'autres que je vous ai présentés. Alors ceux-là, c'est bien parce que tu ne les avais pas mis dans ton diaporama. Devenir hybride et puis les avatars du corps, puisque j'étais sur la prothétisation, l'hybridation. Vous avez forcément des phénomènes d'incorporation des techniques et il faut aller voir les datas. Il faut discuter avec les gens, leur demander ce qu'ils ressentent. Vous avez des phénomènes d'incorporation de techniques qui retentissent sur l'identité personnelle, sur la trajectoire personnelle, sur la façon de se construire, de se penser, qui retentissent sur les pratiques corporelles, évidemment, hein, et qui retentissent aussi sur les relations avec autrui, tout ce qui est sociabilisation, sociabilité. Et parfois, c'est complètement inattendu, hein, comme mes amis anthropologues, Evelyne Lasserre et Axel Guillou, qui discutent avec une jeune paraplégique qu'ils ont rencontrée dans World of Warcraft. Bon. Et puis à un moment, ils ont appris incidemment qu'effectivement, elle était paraplégique, suite à une anecdote, etc. Et puis là, ils vont la suivre dans la ville où elle vit, dans son appartement, et ils s'aperçoivent qu'elle a le même type de déplacement dans son fauteuil roulant qu'elle a dans le jeu World of Warcraft. C'est-à-dire qu'elle se déplace vite en ligne droite. Voilà. Alors, vite, hein. Ils ont essayé de la suivre dans la ville. Eux, ils étaient en train de trottiner pendant qu'elle était avec son fauteuil électrique. Donc il y a un aspect du plus, du moins, du déplacement, des expériences de vie, et qui sont intégrées au point que quand on est dans l'univers virtuel, on est quand même encore dans ces façons de bouger qui sont intégrées au corps. Voilà. Puis, bon, une dernière diapo sur quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé quand j'avais discuté avec un roboticien à Paris qui travaillait sur les prothèses directement reliées au cortex, prothèses de bras directement reliées au cortex, ce qu'on appelle interface cerveau-machine. Et on s'était dit que ça allait déboucher sur plein de perspectives, d'expériences corporelles et d'expériences de soi. Alors, au début, tous les 3 mois, on s'envoyait un nouveau message, et ça, tu y avais pensé? Voilà. Des prothèses de spécialisation, comme une main perceuse, des prothèses additionnelles, comme 2 bras supplémentaires. Alors, pour un bricoleur, c'est vraiment super utile. C'était là? Oui, bah, à la base, et puis en plus, on sait que mentalement, on a la capacité. Alors, Stellar qui s'est bricolé un truc de 25 kg, mais ça marche. Ça marche. Et lui, enfin, Selim Eskizmialiller, d'origine turque, et il m'a dit, mais aujourd'hui, nous, on peut faire des choses beaucoup plus légères, et ça marche très très bien. Il n'y a plus qu'un seul obstacle technique, c'est que les électrodes qu'on implante sur la surface du cortex, au bout d'un certain moment, chez certaines personnes, elles sont entourées de fibrilles, et donc la qualité du signal détecté diminue. Très aléatoire. Il dit, le jour où on a des micro-électrodes vraiment bien biocompatibles, ou le jour où on peut se passer d'implanter des micro-électrodes avec des détecteurs magnéto-électriques, bon, le verrou saute et on n'en est vraiment pas loin. Tout le reste, travail d'algorithme, de modélisation a été fait, et même ils sont en train de simplifier parce que cette personne, vous avez fait des choses plus compliquées que ce qui est nécessaire. Pour avoir une activation d'une main assez fonctionnelle, il suffit de détecter l'activation de 10 neurones. Et donc, ce qu'on se disait avec Céline, c'est qu'on peut en mettre des prothèses, etc.
Donc vous pouvez aussi avoir des prothèses virtuelles, des prothèses topologiques avec de l'action à distance. Là aussi, ça s'est fait, hein, Kevin Warwick et des choses comme ça. Ou des prothèses de, forcément, comme vous extériorisez l'intention de mouvement, l'impulsion de mouvement, vous pouvez croiser aussi. Donner le contrôle de votre bras à quelqu'un d'autre ou prendre le contrôle du bras de quelqu'un d'autre ou des choses comme ça. Donc, je ne sais pas ce que Bernard pourrait en penser. Être agi par autrui. Il a fait aussi, c'était là. De façon intuitive. Oui, oui, tout à fait. Le monde artistique est un puissant révélateur de choses qui nous pardonnaient. Voilà. Alors, on avait fait un atelier avec des Grenoblois body art, body hacking. C'était assez fascinant. Voilà. Et donc voilà, je vais faire une conclusion sans conclusion parce que finalement j'ai pas de conclusion, je ne sais pas ce qui va se passer. Tout ce que je vous ai raconté, je l'ai écrit dans ce petit article Rêverie prothétique qui a été publié dans Sport in Society. Voilà. Et puis pour faire quand même une conclusion qui n'en est pas une. Attends. Merci. Une conclusion qui n'en est pas une, voilà. Une des BD les plus célèbres, celle d'Enki Bilal, Foire aux Immortels. 3 heures plus tard, vous savez vraiment ce que vous faites. Voilà, et puis vous avez le vieux Horus qui greffe un bout de poutrelle et qui va façonner en une jambe. C'est beaucoup plus lourd, ça crée des tas de problèmes. Alors, vous voyez l'hybridation brute de décoffrage avec l'humour d'Enki Bilal. En fait, ça commence souvent par des gags d'humour. Une pyramide au-dessus de Paris. Voilà, il s'est réveillé un matin en pensant à ça, il s'est dit non, c'est trop. Voilà, c'était le début. Et puis un petit peu plus tard, quand Horus se transpose dans le corps se dématérialise et se transpose dans le corps de ce pauvre Nicopole. Donc vous avez, j'aime bien cette image-là, parce que Horus qui est désincarné, Horus d'Iraconopolis, Dieu dématérialisé. Hop. Puis Alcide Nicopole, humain complètement dépassé. Et puis vous avez une dernière petite flèche des passants. Certains ne regardent pas, d'autres se disent c'est bizarre ce qui se passe. En fait, on est un peu dans les trois. On est des Horus, des Alcide Nicopole et puis des passants à la fois. Donc, comme souvent chez Enki Bilal, c'est une œuvre qui suscite vraiment une méditation, et même très méditation philosophique. Si on prend le temps d'y réfléchir, ça ouvre des tas de portes. Voilà, je m'arrête là pour ne pas dépasser trop. Merci.